Talk. André Bois et Élisée Boloubé, on va évoquer avec vous tout à l'heure la victoire des éléphants. Au cours de cette émission, nous aurons l'occasion, bravo Élisée, nous aurons l'occasion de recevoir un des plus grands créateurs. Il est l'artiste Zouglou, dit-on, le plus prolifique, le plus prolixe de sa génération. D'ailleurs, son prénom, son nouveau surnom, c'est Technique le créateur. Anciennement appelé Fitini. Voilà. Le nom a changé. Donc, vous savez donc Fitini certainement a grandi. Il a grandi, voilà, certainement. Et pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Eh bien, on le saura. Merci de regarder le Grand Talk. Et puis, il y a des questions d'actualité. Bon, allez, les amis, on commence tout de suite par nos éléphants. Les éléphants ont gagné. Ils ont battu l'équipe comorienne. Bon, moi, je ne suis pas étonné quand même. En même temps, que les éléphants battent le Comore. Ce n'est une surprise pour personne, évidemment. Ah ben, quand on sait, mais il y avait quand même des craintes. Quand on connaît Élisée Boloubé, la performance de l'équipe comorienne face, par exemple, au Cameroun lors de la dernière CAN, ils avaient même été amputés d'une dizaine de joueurs. C'est ça. On s'en souvient bien, mais au-delà même de, disons, la performance de l'équipe du Comore, nos dernières sorties n'ont pas été les sorties les plus reluisantes aussi, il faut le dire. Parce que nos derniers matchs amicaux sont soldés par un match nul et puis une défaite. Donc, on attendait bien de voir comment la troupe à Jean-Louis Gasset allait réagir après ces contre-performances-là, qui avaient laissé déjà plusieurs personnes supputées sur la suite, je dirais, de la forme des éléphants. Quand on sait que dans moins de 7 mois environ, on accueille la CAN, déjà remporter une victoire, ça fait toujours du bien au moral. Et on attend de voir cette confirmation-là, disons, mardi prochain au Comores. On verra ce que ça va donner. Mais en même temps, avant que Brice, évidemment, nous relance sur une autre question pour repartir sur les enjeux du match, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée parce qu'on abritera le tournoi, mais n'oublions pas que les Comores avaient aussi un enjeu, parce qu'il faut se qualifier. Donc eux, ils ne viennent pas pour... c'est pas de la balade, quoi. Et donc nous, ils sont à la fois un sparring partner pour nous, mais eux aussi, ils jouent leur destin. Donc du coup, ce n'était pas non plus une balade pour les éléphants. Donc, et là, on a assisté à une prestation avec 3 buts, quand même. Je trouve ça, c'est de bon augure. Christian Kwame à la 29e, Sébastien Haller à 61e. Oh, Sébastien Haller, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regarde ce qu'il a traversé. Et Jean-Philippe Crasso, et puis bon, on pensait qu'on partirait sur un 3-0 quand dans les arrêts de jeu, les Comoriens ont mis ce but. Donc, en gros, ce n'était pas une partie de plaisir, c'était aussi vraiment l'occasion de jauger 2 équipes qui ont des ambitions ou des enjeux différents. C'est ça. Alors, on va parler un tout petit peu, on va décrypter un tout petit peu cette rencontre. Quand on parle de ce dernier but qu'on encaisse dans les arrêts de jeu, mais on commence à être coutumier du fait de ces buts qu'on encaisse en dernière minute de match. Il y a un problème, vous ne trouvez pas, les amis? Oui, mais effectivement, ce que tu dis tient la route. Problème de concentration, je ne sais pas. Ça allait être ma seconde intervention. C'est vrai qu'on a remporté le gain du match, mais je crois que ça, c'est un bémol sur lequel il va falloir que le staff technique et l'ensemble de l'équipe puissent travailler à fond. Depuis des années, à chaque fois, on revient vraiment sur cette même histoire de déconcentration en fin de match. Ça a failli nous coûter... Souvent, ça nous a coûté des matchs, des qualifications. Souvent aussi, ça a failli nous coûter des qualifications. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut vraiment qu'un travail soit fait. C'est pourquoi je dis que tout n'est pas juste de savoir manier le ballon. Parce que savoir manier le ballon, c'est un asset. Mais il y a tout l'environnement psychologique derrière. Parce que tenir un résultat, c'est aussi la force d'une équipe. Il y a des nations du football aujourd'hui, quand vous les voyez, si elles ont mis un but en début de match, ce n'est pas évident que vous puissiez retrouver jusqu'à pendant les 90 minutes. Parce qu'elles restent concentrées du début jusqu'à la fin. Non, et ça, c'est notre talon d'Achille. C'est un talon d'Achille pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Je trouve que vous êtes bien sévère. Non, pas du tout. Pas du tout. On est loin d'être très sévère. Oui, pas du tout. Parce que là, c'est une équipe qui est aussi quand même en reconstruction, vu que... le coach... Non, mais André, ça remonte à plus loin. Là, il y a eu des erreurs de Diomandé qui nous ont coûté des pénaltys à la dernière minute. Laisse-le développer. De là, oui. L'équipe est en reconstruction, je suis d'accord. Mais de là à être offusqué et qu'on prenne un but alors qu'on mène 3-0, pour moi, ce n'est pas une si grave déconvenue. Ce but-là, c'est complètement anecdotique. On n'en aurait pas parlé. Mais heureusement, André dit que ce n'est pas une grave déconvenue. C'est-à-dire que déjà même, mettre le qualificatif grave, ça veut dire que c'est une déconvenue. Nous, on estime pour notre part que
que le fait déjà, c'est ça bien de marquer des le buts. but, si on l'avait pris même à la 60e minute, ça ne nous aurait pas posé problème. Mais ça commence à devenir récurrent que l'équipe de Côte d'Ivoire prenne des buts à la dernière minute. Et Non, mais à la dernière minute, Brice, mais là, ça peut s'expliquer. On mène 3-0. On parle de déconcentration. Il y a un peu de déconcentration, Mais c'est c'est un ce peu qu'on dit. normal. Oui, mais il y a eu des moments où on ne menait pas. Il y a eu des moments où il y a même des moments où on ne menait pas C'est un 3-0. match qui n'est pas non plus un match à enjeu pour nous. Le match, quand même, il reste à enjeu pour, comment tu André, l'appelles, les commandes qui doivent jouer les 90 minutes Oui, mais pleines. Mais André, André, justement, Parce nous, que on pensait- je viens là-dessus, je termine pour vous. Oui. Parce que eux, même le goal average peut les aider en cas j'allais dire, si on doit les cas d'égalité départager en cas d'égalité avec une autre donc, équipe. il est important qu'ils ne prennent pas que des valises et que parfois, ils limitent les dégâts. Non, mais pour André, nous, il n'y avait pas d'enjeu. Votre analyse se porte que sur le match. Mais Alors c'est que ce nous, que je on dis, fait une justement. analyse. Oui. Voilà, ça dit que ton argumentaire aurait tenu. C'est juste, quand on remonte dans l'histoire des éléphants depuis quelques années, on n'était pas face à une telle situation. Mais ce qu'on constate, c'est que quelles que soient les générations qui se succèdent, on se rend compte que généralement, on a ce problème-là de concentration de fin de match. Et ça devient récurrent. On a l'impression donc que la question n'est pas juste au niveau des athlètes, mais peut-être qu'il y a un environnement psychologique qu'il va falloir densifier. Moi, c'est ce que je dis. Parce que c'est vrai, on dit que c'est pas aussi grave quand on a marqué 3 buts, pardon, quand on encaisse un but. Mais le problème, comme Brice le dit, et ça, je suis entièrement d'avis avec Brice, là, c'est parce qu'on a marqué 3 buts. Mais à supposer qu'on soit à un but et que ce soit un match Non, mais qualificatif, à la dernière minute, on perdait. Non, je C'est-à-dire pense qu'on devenait nul. je pense que Ça a été le cas dans la- certains cas avec la bourde de Badra. Mais bien sûr. On se souvient également du pénalty offert Oui. quasiment par Diomandé. Il y a eu Bien sûr. On a Non, même vu face à l'Algérie, c'est vrai non. qu'on a livré un match abouti, mais même des concentrations étaient. Et le match que la ont Côte été d'Ivoire a mises en- livré en France, je pense contre l'équipe de France, c'est à la dernière minute également qu'on prend un but assassin. On prend le but assassin. Mais je pense que là, sur ce match-là, on ne peut pas leur faire ce reproche, puisque le but même des Comoriens arrive à peu près 3 ou 4 minutes après le troisième but des Ivoiriens. Donc, Déconcentration, La donc. déconcentration va arriver quand on est confortable avec 3-0. Parce que là aussi, mais pendant ce temps, les autres ne sont pas encore... non, moi, je pense qu'on peut leur faire le reproche, mais ça, quand même, vous exagérez un tout petit peu. Bon, alors, allez, on regarde un tout petit peu. Hein, on va Vous aussi, discuter vous êtes trop également. laxiste un petit Voilà, peu. vous êtes un peu laxiste. Parce on se connaît en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est courant. Hein, quand on commence à mêler même à 1-0, on commence déjà un peu à relâcher. Voilà, on le dit en tant que supporter. Bon, on parle un peu de l'effectif des éléphants. On a retrouvé Max Gradel, Franck Caissier. Il y a des cadres comme d'autres cadres. Allaire, comme parlons d'Allaire, Sébastien Allaire qui a Allaire. marqué. Oui, je pense. D'abord, je voulais quand même qu'on souligne... L'engagement de qu'on souligne Serge le fait- Aurier aussi. Ouais, Serge Aurier. Je veux qu'on souligne quand même que le match était à Boaké C'est ça. et qu'on a fait stade plein. C'est-à-dire que là... Bon, j'allais terminer par j'allais ça. terminer d'accord. Ouais. Donc, je n'anticipe pas. Voilà, Mais en sur tout les cas, pour ce joueurs. qui est des cadres, des joueurs, on a retrouvé des joueurs, notamment Allaire, qui est... Parce qu'on a aussi un problème de buteur. Enfin, un problème. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a toujours eu de grands buteurs C'est ça. pour marquer chaque génération. C'est ça. Donc Abdoulaye là, Traoré, il était bon, voilà, Didier Drogba, etc. Il était bon, Thierry Joël, etc. Donc il était bon que le buteur se retrouve très vite. Et avec ce qu'il a traversé, Allaire, ce joli but de la tête, ça montre juste qu'il est concentré, il est prêt pour les éléphants. Et je pense qu'il va faire une belle canne, ce garçon. Ouais, moi, concernant Allaire, je voudrais dire vraiment mention spéciale à Allaire. Moi, je suis émerveillé par le courage de ce jeune homme-là, qui chaque fois, même parfois quand ça a été pénible et compliqué pour les éléphants, on a senti qu'il s'est battu de la première à la dernière minute. Il ne triche pas sur le terrain, on le voit, et quand on sait cette épreuve qu'il a traversée, qui pour beaucoup aurait été certainement un facteur, je dis, de rétractation, mais lui, on voit qu'il essaie tous les jours de se battre chaque fois. Même, je me rappelle à la CAN, beaucoup même se sont plaints de savoir qu'il ne recevait pas beaucoup de ballons, mais à aucun moment, on ne l'a vu lever la voix, C'est ça. ni sur le terrain, ni en dehors du terrain. À chaque fois qu'il était convoqué, il a répondu présent et il a donné le meilleur de lui-même. Je crois que ça, ce sont des modèles qu'on doit pouvoir brandir devant la nation. C'est des personnes comme ça qu'on doit pouvoir célébrer. Et c'est ça aujourd'hui qu'on demande. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, qu'elle soit même hostile, qu'elle ne te soit pas favorable, essaie toujours de donner le meilleur de toi-même parce qu'on ne sait pas à quel moment le bon timing va arriver. Et ça, c'est vraiment Et quelque chose surtout à pour souligner. rajouter, surtout parce que bon, ça va être une critique pour ceux qui ne sont pas venus. Parce que quand tu as un garçon comme ça, après ces mois de maladie, Bien sûr. où il est censé avoir quand même perdu sa place dans son club, il aurait pu rester, profiter de la trêve pour se renforcer dans son club, mais il décide quand même de venir vers les éléphants. Et quand je vois d'autres qui ont tous leurs moyens, qui décident de ne pas venir parce qu'ils pensent que ça va remettre en cause leur place dans leur club, vous voyez, c'est ça le modèle qu'est en train de représenter Allaire c'est ça, aujourd'hui. c'est ça. Et il faut que les gens comprennent et les autres joueurs comprennent que Et comme c'est un exemple à suivre parce que
c'est l'amour du pays, l'amour du drapeau. Je veux dire que c'est la chose la plus essentielle dans la vie d'un footballeur. Et puis ça, c'est d'autant encore plus marquant, ça je le dis honnêtement, que Alain reste un binational. C'est quelqu'un qui est né en France, qui a grandi, qui a fait toutes ses armes. Il a même joué dans l'équipe, la sélection française des jeunes. Donc c'est quelqu'un, a priori, qu'on pourrait dire, n'a pas forcément un attachement solide même avec le pays, selon certains. Mais on voit qu'à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il s'est rendu disponible, il s'est battu. Là, il avait le temps de passer, il pouvait prétexter le fait que la maladie l'a éloigné de sa famille pendant un bon moment. Voici une trêve où il pourrait quand même prendre le temps avec sa famille, mais il décide de venir défendre les couleurs et non seulement, pas juste d'être présent, mais de se battre comme il peut et inscrire ce but. Vraiment, pour moi, chapeau à l'air. Chapeau à l'air. Il mérite vraiment félicitations. Mais comme lui, il y a aussi l'exemple de Franck Kessié. On l'a vu qui était dans le même cadre, ben qui ne jouait pas et qu'on a retrouvé brillant également sur le terrain. On parle de Ghislain Conan aussi. Qui s'est bien battu. Oui, et puis, oui. Mais Ghislain, lui, il est resté toujours égal à lui. Pour moi, c'est l'un des meilleurs latéraux que l'Afrique a. Ça, il faut on a vu l'engagement de Serge Aurier aussi. Serge Aurier, bien sûr. Ouais. Et Serge Aurier, moi, Gradel, il me surprend bien. Et on voit que ces tauliers-là sont... En fait, eux, ils ne doivent pas négliger ces rencontres parce que comme il y a un petit déclassement à leur niveau en club, il faut qu'ils jouent vraiment, ils renforcent leur cohésion de groupe et que quand on va dire 2024, on est une équipe soudée qui joue ensemble, qui a les mêmes repères, ils se reconnaissent très rapidement, ils ont justement un esprit d'équipe qui est consolidé d'ici la Coupe d'Afrique. Il y a un esprit de groupe, hein, le commentateur en parlait, on sentait que tout le monde jouait en tenant compte également de celui qui était à côté. Et il y a aussi, je vais citer, je fais comme ça, il y a aussi le défenseur Eric Bailly. Bien sûr. Eric Bailly qu'on a retrouvé beaucoup plus confiant, beaucoup plus sûr. Il a toujours été, souvent même on lui a reproché d'être un peu trop confiant. Mais Eric Bailly qu'on a retrouvé au meilleur de sa forme également. Je n'oublie pas d'évoquer, ça c'était les cadres, on va parler des cadres. Mais il y a des nouveaux. Juste sur les cadres, un petit point. Oui. Moi je pense que les cadres aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris qu'ils ont une responsabilité. De la même manière, on a quitté, je dirais, un peu la génération de Drogba. Et les quelques-uns qui étaient restés ont pu porter avec eux les éléphants pour qu'on puisse prendre la CAN en 2015. Aujourd'hui, ils ont cette responsabilité. Cette responsabilité-là de ne pas abandonner les plus jeunes, mais de créer, je dirais, cette colonne vertébrale de l'équipe nationale autour duquel les autres talents vont se greffer pour qu'on puisse avoir une équipe solide qui nous permette de réaliser une très bonne CAN, a priori même, la remporter. Donc aujourd'hui, la responsabilité est grande et je crois que de plus en plus, ils en sont eux-mêmes conscients et ils décident, en dépit de la méforme de certains, mais quand on les met sur le terrain, vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on attend d'eux. Bravo en tout cas à ces cadres-là. Et puis bravo au nouveau, là par exemple, Christian Conan, qui a inscrit le premier but. C'était un tout jeune. Christian Kwame, pardon, je ne sais pas pourquoi c'est l'autre. Christian Kwame. C'est Ghislain Conan. Voilà, Christian Kwame qui... C'est un brillant joueur. Oui, bien sûr. Et non, en fait, de toutes les façons, on n'a pas encore... on ne peut pas dire déjà que cette génération-là va marcher sur les pas des anciennes générations qu'on a connues, hein, celle de Drogba avec Dendane et tout ça. Mais en valeur intrinsèque, on voit qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Et donc, si on récupère Seko, on récupère Jonathan Bamba, je pense que quand même, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Il y a d'autres noms qu'on n'a pas évoqués qui n'ont pas pu, parce que blessé par exemple. Il y a Nicolas Pepe. Nicolas Pepe. L'équipe on a aussi l'autre... oula, il faut que je m'en souvienne. Un club pour pouvoir l'identifier Je me souviendrai de lui. Jean-Séry Boga, Jérémy Boga, Jean-Michel Seri. Il joue en France. Il a un prénom assez anglicisé. Vous me direz qui. Oui, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha également. Zaha aussi. Il est là, Wilfried Zaha. Voilà. En tout cas, bravo aux éléphants. Maintenant, on parle un peu du stade, hein, les amis. Ah bon, à propos des cadres, je termine là-dessus. Est-ce que vous pensez quand même que dans cette équipe, on a parlé des cadres, on a parlé d'une ossature, d'une colonne vertébrale dirigée par les cadres. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé avoir un Gervinho dans cet élan? Ça aurait apporté quelque chose, vu qu'il manifeste son envie de retrouver... Oui, Gervinho, on est tous unanimes. À chaque fois qu'il a été dans l'équipe nationale, on a vu ce qu'il a produit. Et son style de jeu plaît bien. Mais en même temps aussi, il faut être réaliste. Aujourd'hui, Gervinho a besoin de retrouver la forme. Déjà, il est sans club depuis un moment. Il faut déjà trouver un club, se remettre en jambes, atteindre un certain niveau et puis vraiment participer à la sélection nationale. Nous tous qui sommes Ivoiriens, aujourd'hui, c'est notre prière que très rapidement, il retrouve un club, qu'il revienne à la compétition et qu'il ait son meilleur niveau. Parce que Gervinho d'un tel effectif, c'est certainement un atout, c'est certainement une valeur ajoutée.
Mais Enfin, là, déjà, il faut qu'il puisse avoir un club et se eh mettre bien, à c'est niveau. là l'essentiel. Ce qu'on doit dire, c'est que les joueurs, quand ils arrêtent leur carrière professionnelle, ou bien quand ils doivent arrêter, c'est qu'ils sont toujours en compétition, c'est-à-dire qu'ils sont ça. déjà même sélectionnables, ou ils sont sélectionnés et puis ils disent non, moi finalement je vais arrêter. Mais quand un joueur n'est pas sélectionné du tout et qu'il est en passe d'arrêter sa carrière, c'est le cas de Gervinho, c'est vrai que c'est un peu compliqué au regard de ce qu'il a apporté à l'équipe. Donc, il faut déjà, pour aller dans le sens d'Élysée, qu'il retrouve son niveau, qu'il soit dans un club qui va lui permettre de taper véritablement aux portes de l'équipe. Parce que les anciens, dans chaque compartiment, je trouve que les anciens, ça peut être très important. En défense, on a tous Etolier, Aurier, tout ça, on en a parlé. Au milieu de terrain également, on a Caissier. Mais si en attaque, en plus de Gradel, on peut avoir un Gervinho pour essayer quand même de jouer d'expérience parfois, je me dis que ça peut être pour l'entraîneur quelque chose de très très positif pour le groupe. Très bien. Bon, le nom que je recherchais est revenu, c'est Maxwell Cornet. Oui, Maxwell Cornet. Voilà. Oui, c'est vrai, Cornet Un très aussi bon a joueur beaucoup aussi. de talent. C'est ça. Enfin, en tout cas, on a Il a été une ligne longtemps d'attaque blessé. qui peut quand même faire beaucoup d'étincelles si on arrive à trouver la bonne alchimie. C'est cela. OK. Bon, bravo aux éléphants, bravo. Le prochain, le match retour, c'est au Comores. Le mardi, C'est déjà le mardi. le mardi au Le Comores. mardi au Comores. Bon, allez, nos bonnes prières vont accompagner les enfants. Restez concentrés, les garçons. Restez concentrés parce que n'allez pas me le but là-bas. Bon, allez, on parle de performance d'éléphants. Je vais évoquer celle des athlètes ivoiriens donc, dans le Muay Thai qui ont remporté donc 6 médailles. Ils ont glané 6 médailles dans la catégorie, enfin dans la discipline Muay Thai. C'est ça. Pour dire quand même, le drapeau ivoirien, il flotte bien en ce moment. Hein. Bon, sans vouloir repartir en arrière, Brice, si tu permets, hein, sans vouloir partir en arrière, je pense qu'il y avait un sujet que tu avais voulu aborder. Le stade. Le stade, On en voilà, parle le un stade peu, de oui, vous avez Boaké et raison. puis ben, la réaction du public. Oui. Voilà, moi je note vraiment que Boaké, c'est quand même une ville où les gens aiment le foot. Hein. De chaque fois depuis des années, chaque fois qu'il y a eu l'opportunité vraiment de disputer des matchs à Boaké, on a vu le stade toujours plein. C'est vraiment un public chaleureux, le public de Boaké. Je me rappelle encore, alors que même la partition du pays était de fait, durant la crise qu'on a connue, quand les éléphants sont allés jouer à Boaké, on a vu toute cette ferveur-là. Même à chaque fois après ça, même avec Kodja et autres, à un moment, on avait même baptisé le stade de Boaké, pratiquement le stade de Kodja, parce qu'il marquait les buts à chaque fois qu'il était à Boaké. Et chaque fois, le public a répondu présent. Et ça nous satisfait, ça nous réjouit. Ça veut dire que la CAN, en tout cas pour les équipes qui sont logées à Boaké, elle peut vraiment compter sur le public. Parce que là, franchement, on sent que la population de Boaké est déjà motivée pour pouvoir accompagner les éléphants. C'est une très bonne chose. Bon, le stade, on l'inaugurait d'une certaine façon. Oui, Après son homologation par la CAF. c'est le premier match officiel C'est ça. enfin, qu'on joue sur ce stade. Et... Bon, on est plutôt satisfait des infrastructures, on a regardé. Oui, enfin, vous savez, souvent, à l'approche des grandes compétitions, ce qu'on reproche à beaucoup de pays, c'est même pas seulement des pays africains. On se rappelle au Brésil, ils étaient encore en train de mettre la peinture quand débarquaient les équipes. C'est ça. Et là, quand même, d'avoir déjà un des stades principaux avec déjà la capacité à accueillir une rencontre et que cela, ça se joue dans de bonnes conditions, ah ben, il faut s'en féliciter. En tout cas, en plus, c'est un bon test, hein, donc Ouais. on aura l'occasion de rectifier. Oui. Voilà, on n'allait pas attendre justement. Et la j'ai date. même vu notre confrère et aîné Fernand Dédé partager quelques photos vraiment de la zone des médias, réservée aux médias. Il y a même un parking pour la presse. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai compris que effectivement, l'homologation de ce stade-là répondait effectivement aux attentes de la CAF. Ouais. Parce que quand on regarde un peu les infrastructures, on regarde l'organisation qui est mise autour de ce stade, il y a de quoi être fier. On espère que les 4 autres qui nous laissent à être livrés le seront assez rapidement pour qu'on puisse véritablement se féliciter. Et dire que vraiment, si on avait la possibilité de récupérer ces 4 autres-là avant la fin de cette campagne des éliminatoires, éléphants, ouais. ça va permettre justement tester, de ouais. jauger déjà au niveau public aussi, puisqu'on a dit C'est la ça, qualité des c'est stades ça. déjà, mais au niveau public, parce qu'ils attendent de retrouver les éléphants, toute cette ferveur autour de l'équipe, et c'est ça qui va nous permettre d'engranger de la confiance aussi, de voir que le public est derrière son équipe, et c'est après ce qui s'est passé en 84, là, les éléphants sont attendus. Très, très c'est bien. vraiment quelque chose à ne Allez, pas rater. rapidement, hein, j'évoque la question de Muay Thai, hein, parce qu'on est, on va Ouais, Muay Thai, pardon. Bonne moisson donc pour les athlètes ivoiriens qui ont pris part, je rappelle, donc au 18e championnat du monde de la World Muay Thai Federation à Bangkok, c'était en Thaïlande. Eh bien, bonne moisson pour les Ivoiriens. Je vais évoquer par exemple le cas, d'ailleurs, on rappelle que c'est une première pour le Muay Thai ivoirien. Il s'appelle Abdoulaye Koné, il est athlète ivoirien engagé donc dans la catégorie des moins de 81 kilos, pro amateur, donc qui a remporté pour la seconde fois consécutive un titre de champion du monde. Allez, voilà, on lui a fait un coucou.
Chapeau oui. bas. Ouais, c'est ça. Non, non, mais là encore, il faut continuer à... J'ai 15 secondes sur le sujet. En 15 secondes, il faut juste dire au pouvoir public de ne pas négliger ces sports-là où beaucoup de jeunes qui sont parfois chargés de violence peuvent, j'allais dire, utilement servir, puisque se retrouver sur un ring, se retrouver sur un tatami, je ne sais pas comment on appelle leur espace, mais en tous les cas, pour combattre en même temps pour le pays et eux aussi pour s'épanouir dans un sport, ce serait vraiment très très bien de les soutenir. Je vais être équilibré pour citer rapidement les noms. Classé numéro 1 mondial dans sa catégorie, Bayek Hérode Junior, vice-champion du monde pour amateurs 75 kg, médaille d'argent. Classé numéro 2 mondial dans sa catégorie, Lassina Koulibaly, vice-champion du monde, donc je cite les noms au passage, Conan Kwasi Olivier, Tano Amani Jérémy, et voilà, donc pour ne citer que cela, voilà, qui ont remporté donc des médailles à cette compétition. Bravo, bravo les éléphants de la catégorie du Muay Thai. Muay Thai. C'est un petit kiaï comme ça, pour aller à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de nos chroniqueurs, mais surtout vous à la maison qui êtes tous les soirs plus nombreux à regarder le programme. Insertion professionnelle, c'est le prochain sujet. On va évoquer le PGGouv, je prononce bien, le programme jeunesse du gouvernement. Et on va évoquer une somme, on va parler d'argent, on va parler de 1118 milliards, en tout cas un peu plus, là, qui seront donc investis pour l'insertion professionnelle des jeunes. Mon cher Élisée. C'est sur 2 ans. Sur 2 ans. 3 ans. Sur 3 ans. 2023, 2025. Voilà. Voilà. Sur 3 ans. Donc 1118 milliards pour l'insertion professionnelle, donc dans le cadre du PGGouv. Élisée, je me tourne vers vous. Bonne initiative, belle initiative? Oui, très belle initiative en tout cas. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, hein, c'était le mercredi que le porte-parole du gouvernement a fait l'annonce que dans le cadre de l'année de la jeunesse, le gouvernement a arrêté donc un programme qui a été dénommé Programme Jeunesse du gouvernement, un peu comme celui du programme social du gouvernement et qui s'étend sur la période 2023-2025. Donc sur 3 ans. Et donc, il va mobiliser la bagatelle de 1118,115 milliards de francs CFA sur les 3 ans. Mais pour la première année, c'est-à-dire en 2023, c'est 360,442 milliards, 442 milliards, qui seront donc investis dans le but de faciliter l'insertion de plus de 600 000 jeunes. Donc, c'est une très bonne initiative. Maintenant, quels seront les mécanismes? Je crois que c'est en cela que le rapport qui a été remis suite aux consultations nationales entre le gouvernement et les structures de jeunesse, les fêtières de jeunesse, environ 307 fêtières de jeunesse, tire tout son sens. Parce que ça devient un peu comme un tableau de bord, en plus déjà de ce que le gouvernement avait plus ou moins entrepris de faire. Donc je crois que là maintenant, le plus important, c'est de mettre le pied à l'étrier et puis vraiment permettre que tous ces projets qui ont été plus ou moins arrêtés, toutes ces initiatives-là puissent voir le jour et effectivement... Pour citer le porte-parole du gouvernement, donc les 1118 milliards seront repartis donc sur les différents axes du programme, dont la réalisation de travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures destinées donc à la formation et à l'insertion professionnelle de 1,5 million de jeunes dans la période 2023-2025, on en parlait. Non, moi seulement ce que comme l'Élysée a été assez, j'allais dire, il a félicité le gouvernement, je voulais quand même demander, est-ce que ce n'est pas, on ne regroupe pas tout un ensemble de moyens qui étaient déjà plus ou moins disponibles pour s'occuper de la jeunesse, pour nous dire que on va mettre à la disposition, enfin pour dire que est-ce que ce sont des moyens nouveaux? C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, que j'ai lu le rapport, j'aurais voulu entendre par exemple dire que, bon, voilà, écoutez, on va construire tout de suite, je dis n'importe quoi, 10 000 logements étudiants. C'est-à-dire que pour montrer qu'il y a une vraie nouveauté dans l'approche, tu vois. Moi, tous les programmes d'insertion des jeunes, tout ça, c'est des programmes qui existent déjà. Est-ce que ce n'est pas un peu tous ces programmes qu'on va rassembler pour leur donner une identité qu'on appelle PGGouv? Si c'est ça, je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge là-dessus. Okay. Mais après, ça reste quand même une bonne initiative d'avoir, si vous voulez, un tableau de bord de ce qu'on fait pour la jeunesse. Mais il faut qu'on profite de ça pour faire progresser vraiment la question de la jeunesse sur beaucoup d'axes. Tout à l'heure, Élisée, on en parlait hors antenne. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Muay Thai et de la pratique des sports. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé voir dedans, bon, on va développer, par exemple, pas mal d'infrastructures sportives claires pour des jeunes dans des quartiers. Et là, ça va développer beaucoup de vocations. Et vous savez que juste un petit gymnase où on peut faire à la fois de la boxe, où on peut jouer un peu de manchette, c'est des milliers de jeunes que ça va occuper dans la commune et beaucoup d'emplois. Donc, j'espère qu'on est dans tout ça, en fait. Non, mais je pense je pense que la préoccupation de André a tout son sens, mais à ça aussi, on a quelques réponses. Hein. Moi, j'ai essayé plus ou moins de parcourir les documents. Déjà, sur la question du sport,
Bien dans le cadre même du programme jeunesse du gouvernement, il a été prévu, dans le cadre global de l'année de la jeunesse, d'enrober environ 50 000 jeunes dans le secteur du sport. Très bien. Là, il y a 2 semaines de cela, environ, oui, 3 semaines de cela d'ailleurs, que la première pierre d'un agora a été posée à Touba. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr, d'un agora, un stand sportif. Mais in fine, d'ici les 2 prochaines années, c'est d'en faire au moins une dizaine sur le territoire d'agora, après l'exemple réussi de Koumassi. Donc, je me dis qu'on est un peu dans cette initiative-là. Aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre a inauguré le centre de service civique de Boaké. Voilà, qui doit accueillir environ près de 350 pensionnaires à partir du 4 avril. Et avant, il a fait la pose de la première pierre du lycée professionnel au métier agricole de Botro et de Diabo. Donc, ça dit qu'il y a une volonté manifeste vraiment de pouvoir aller sur les axes de formation et d'insertion des jeunes. Maintenant, comme André le dit, aujourd'hui, c'est de belles initiatives. Je crois que là où il faut pousser le bouchon, c'est de rendre plus explicite le mécanisme, en fait, à l'endroit de tout le monde. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui qu'on veut insérer 600 000 jeunes à hauteur, par exemple, de 360 000 milliards de francs, 360 milliards de francs CFA. Comment ça va se faire? Quels sont les axes stratégiques? Sur quelle période? Peut-être c'est ce chronogramme-là aujourd'hui qui, pour moi, est le challenge et le défi. C'est de le rendre vraiment accessible et de manière la plus claire possible pour que nous tous, on puisse peut-être avoir ça comme un tableau de bord et qu'on va suivre. C'est aussi important et que ça puisse permettre à ces jeunes-là qui cherchent des voies de pouvoir s'orienter et aller vers ces programmes-là. C'est ça, parce que le montant, il est très important, il ne faut pas le négliger. On a pu parfois dire, est-ce qu'on met, mais là, de là où on est jusqu'à la fin de l'année, il y a 360 milliards que le gouvernement va mobiliser, les pouvoirs publics vont mobiliser. C'est dire, la semaine, il y a une semaine ou 2, je ne sais plus exactement, il y a eu la signature avec la France sur son programme de remise de la dette. CDD, ou CDD le contrat de désendettement et de développement. Où justement, les conseils régionaux ont été impliqués, etc. Donc ça veut dire que, pourquoi je parle de pouvoir public, tant qu'on va mettre en place des mécanismes qui impactent l'ensemble des territoires, parce que sur le maire de Waninou, ou le maire on vient de parler de Botro, etc. Si tout cela commence à sentir que leurs jeunes peuvent bénéficier d'un certain nombre d'appuis, je pense qu'on aura gagné. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tout ne se résume pas à Abidjan. Alors, à propos des jeunes, une autre bonne nouvelle, bon, jeunes ou un peu moins jeunes. En tout cas, c'est l'armée de Côte d'Ivoire qui lance un nouveau recrutement de soldats. Ben voilà, donc le pays fait face, on le sait, donc à des menaces djihadistes, dans le nord notamment, en frontière donc avec le Burkina et le Mali. Et bien dans une note, l'état-major des armées de Côte d'Ivoire annonce l'ouverture pour l'année 2023 d'un recrutement au titre des forces armées de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'en connaît pas, on n'en précise pas l'effectif. Selon le test, la préinscription se faire en ligne du lundi 3 avril au samedi 15 avril 2025 sur le site recrutement.armée.gouv.ci. Le général de corps d'armée prévient que cette opération est totalement gratuite à toutes les étapes. Parce qu'on connaît des malins qui vont aller dire aux gens, bon, écoute, il faut payer quelque chose pour que je puisse se faire rentrer dans l'armée. Bon, c'est une bonne initiative, on dirait. Non, bien sûr, bonne initiative. Mais je rappelle même que déjà en janvier, parce que... Oui, fin janvier 2023. Voilà, fin janvier, déjà, ils avaient lancé, je ne sais pas si c'est la même chose, mais l'état-major, donc l'armée avait déjà lancé, on vous disait, vous êtes maçon, vous êtes spécialiste en chaud, en froid, vous êtes bon les métiers spécialisés en électronique. Ça veut dire, pourquoi j'essaie d'insister là-dessus, ça veut dire que beaucoup de jeunes qui parfois choisissent ces métiers-là, ces métiers manuels, pensent qu'ils sont, j'allais dire, sortis carrément des systèmes après un peu plus formels. Mais non, ça veut dire que là, on vous dit, par rapport à l'armée, vous pouvez prétendre, parce qu'aujourd'hui, l'armée se modernise, a besoin de pas mal de spécialistes. Aujourd'hui, demain, on peut utiliser les militaires pour aller reconstruire des villes qui seront soumises soit à des attentats ou à des intempéries, etc. Donc, il y a des choses qui se font. Il faut être toujours sur les réseaux sociaux des organisations. Il n'y a pas que, justement, les réseaux sociaux des influenceurs qu'on adore, mais il y a aussi vraiment les réseaux sociaux de l'armée, les réseaux sociaux des organisations pour savoir, justement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux saisir, qu'est-ce que je peux attraper. Tout ça, c'est à leur disposition. Mais voilà, c'est à la disposition. Il faut aller à la chasse aux infos. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est une belle initiative, hein, juste pour reprendre ce qu'a dit Brice et André. C'est une belle initiative, mais déjà, il faut noter que tout ça s'inscrit un peu, surtout les recrutements, dans la loi de programmation militaire qui a été prise il y a quelques années. Et cette loi-là avait indiqué
il allait avoir des séries de recrutements pour rajeunir dans un premier temps les effectifs aussi, sans oublier, hein, pour ceux qui peut-être l'auraient oublié, il y a quelques semaines de cela, il y a eu une cérémonie à l'état-major pour les départs volontaires à la retraite de ceux qui sont à l'armée. Donc, on a voulu vraiment rajeunir aussi l'effectif. Et puis, vraiment faire monter en puissance un peu notre armée. Aujourd'hui, qu'on le veut, oui ou non, on a un peu un leadership dans la sous-région. Et il est important de maintenir ce leadership. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de s'équiper militairement. Il n'y a pas 2 semaines de cela, on recevait déjà un avis militaire qui a été reçu. Là, on a des équipements aussi qui sont en train de venir. Vraiment, l'armée est en train de, comme je le dis, est en train de faire sa mue, en train de se moderniser. Et tout ça, c'est vraiment, je dis, à l'honneur des responsables de l'armée et de l'état-major. Pour aller sur des recrutements de volontaires comme ça se voit au Burkina Oui, Faso. non, parce que nous sommes en temps de paix, mais nous faisons face à des menaces. Donc, nous devons montrer notre capacité à qui prépare la guerre, qui prépare la paix, prépare la guerre. À anticiper. Justement, c'est très important. Qui veut la paix. Et donc, qui veut la paix, c'est là la formule. Et donc, nos jeunes qui nous regardent, Élysée, sans doute aurait pu sauter sur l'occasion. C'est simple, le site, parce que là, ce n'est pas un numéro. Le site, c'est recrutement, j'ai profité pour remplacer, recrutement avec S à la fin, point armée avec S, point gouv, point CI, pour pouvoir justement vous renseigner sur ce que l'armée propose. Vous avez la période du 17 avril jusqu'au 6 mai pour le faire rapidement. Vous avez des vocations, vous aimez votre pays, vous vous intéressez justement à la sauvegarde justement de l'intégrité de votre pays. Tout ça vous intéresse? Allez-y, c'est ouvert, c'est totalement anonyme, c'est ouvert à tous les Ivoiriens qui veulent servir. Et c'est gratuit, qui veulent servir. Donc, nous, c'est une bonne initiative et nous, on veut vraiment la promouvoir. Bah c'est vrai, et puis je vais inviter, hein, c'est mon plaidoyer, je vais inviter donc le ministère de la Défense à accentuer. C'est vrai qu'au-delà des communiqués, ce serait bien. Moi, je vois sur des chaînes internationales et des chaînes étrangères, en France par exemple, il faut le dire, il y a des spots de motivation. L'entrée à la marine française, on vous incite. Même il y a des présents sur plateau. Il y a des présents sur plateau pour expliquer pourquoi le gouvernement lance une telle initiative. Il y a une opération de séduction d'ailleurs qui est faite pour d'explication, pour que les gens aient envie de rentrer dans l'armée. Parce qu'il y a des idées reçues. Hein. Rentrer dans l'armée, on va nous maltraiter. Mais il y a 2 idées reçues. Il y a cette première idée qu'on va nous maltraiter, mais l'autre idée reçue, c'est que n'oubliez pas qu'on sort quand même de 10 ans d'une situation de crise où il y avait 2 factions. Aujourd'hui, c'est une armée unifiée. L'armée doit utiliser tous les canaux, dont celle que nous offrons ici, enfin, dont celui que nous offrons ici, qui est de dire, écoutez, les jeunes, opération gratuite, c'est le chef d'état-major qui le dit, opération gratuite destinée à délivrer aux candidats une fiche. Ils ont besoin de croire. Et donc, si on a quelques représentants qui viennent sur les plateaux, les médias, on vous offre notre canal pour que vous puissiez lancer ce message, pour que les jeunes puissent entendre et être rassurés que ce n'est pas une armée qui serait destinée à dresser d'autres Ivoiriens contre d'autres. Voilà. Et en la matière, nous avons l'expertise, mesdames et messieurs, du ministère de la Défense. En tout cas, on pourra vous accompagner hein, pour justement produire ces supports de communication, parce que c'est ça, pour faire de la communication, il faut intéresser les gens. Bon, les amis, on évoque notre grande actu avec cette décision de la Cour d'appel d'Abidjan, donc qui a condamné le mercredi 22 mars 2023 à 2 ans de prison avec sursis 26 militants du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, une formation présidée, donc je rappelle, par l'ancien président Laurent Gbagbo. Une condamnation avec sursis qui confirme donc certes la peine requise en première instance, mais qui permet donc aux militants cités d'être libres, après notons récemment à Abidjan. Bon, on va dire quoi? Élysée, vous évoquiez il y a quelques jours, vous saluez cette décision? Oui, moi je salue cette décision. Vous savez que toute l'initiative qui va dans le sens vraiment d'apaiser et de ramener une certaine quiétude au niveau de la population, moi je suis preneur. Et ça, c'est une décision que je salue. C'est vrai qu'ils avaient été condamnés. On pourra toujours spéculer sur les raisons, on pourra toujours spéculer sur l'opportunité ou non du fait qu'ils aient été interpellés. Mais moi, je note juste la décision finale qui est celle-là de les condamner à sursis et donc de leur donner l'opportunité de retrouver vraiment les siens. Moi, c'est la chose la plus importante. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, je dis à ce que certaines personnes pensent, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter de passer par la case prison? Pour dire, on aurait pu éviter de les interpeller, de les condamner, et puis après qu'ils soient libérés. On aurait pu éviter? Là, je reviens un peu sur les raisons de la condamnation.
Moi, la question que vous posez demande en fait une opinion personnelle. Moi, je vais vous le Pour donner. dire c'est bien aujourd'hui Moi, qu'avec je vais vous cette donner la décision... mienne. Allez-y. Oui, ça c'est une opinion personnelle. Je ne suis pas juriste. Donc, je ne peux pas interpréter forcément ce que les uns et les autres disent. Mais je me dis que, vous voyez, on est dans une république et à un moment donné, il y a une trajectoire qui est dessinée par, disons, le premier responsable de ce pays. Et je sais que pour les dernières sorties du chef de l'État, déjà, même je prends le discours du 31 décembre qu'il fait 2022, je prends un certain nombre d'initiatives, déjà début du mois de janvier, en appelant Laurent Gbagbo et en débloquant, le président Laurent Gbagbo, pardon, et en débloquant ses avoirs, un certain nombre d'initiatives, ça nous donne déjà une trajectoire. La trajectoire aujourd'hui voulue, c'est ce que je dis, hein, moi c'est mon interprétation que je fais, c'est qu'on aille vraiment dans le sens de l'apaisement et de la quiétude. Donc on ne peut pas en même temps qu'on le dit, ramer à contre-courant à un certain moment. Moi, je crois que, pour moi, comme je le dis, c'est mon opinion personnelle, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, ça s'est fait, OK. Mais après, Dieu merci, la sagesse ayant animé les uns et les autres, on arrive aujourd'hui à une solution, à une situation, ou bien à une situation qui permet quand même à ces personnes-là de recouvrir la liberté. Je ne peux que saluer cela. André, est-ce qu'il n'y avait pas un message aussi à délivrer à travers cette... Non, mais avant de répondre à la question sur le message, il faut quand même qu'on dise que dans un pays, à un moment, qui n'est pas en guerre, qui n'est pas en crise, il faut laisser la justice travailler. La preuve, la justice a travaillé. Les différentes méthodes de fonctionnement de la justice, c'est-à-dire le réquisitoire, comme justement la défense, ont pu se mettre en face à face pour qu'on puisse aboutir à quelque chose qui est conforme, selon la justice, à ce qu'on reproche à ces derniers, c'est-à-dire une condamnation avec sursis. Donc, ce qui veut juste dire que il faut qu'aussi on apprenne à laisser la justice travailler dans la sérénité. C'est important parce que tout ce qu'on dit, on ne se rend pas compte. Il y a une forme de pression qu'on exerce sur la justice. Qu'on soit sur ce pouvoir ou un autre, ça va être toujours la même chose. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont protester, mais il faut que la loi, elle s'applique. Et quand la loi s'applique, il faut qu'elle s'applique aussi avec parcimonie. Il faut qu'elle s'applique en disant, pour des gens qui ne sont pas réputés être des voyous et qui, tous les matins... castagne dans la cité, on ne va pas les condamner à des peines fermes. Donc là, la justice a dit, bon, ceux-là, c'est la première fois qu'on les prend, sursis. Donc je dis, laissons la justice faire son travail. Pour revenir à votre question, Brice, non, moi, je pense tout simplement qu'il faut que les hommes politiques, à un certain moment, comprennent une chose. La justice ivoirienne est l'émanation de ce que les hommes politiques ont décidé pendant chacun son régime. Sous Bédié, il y a eu des textes qui n'ont pas été abrogés par Gbagbo. Sous Gbagbo, il y a eu des textes qui ne sont pas abrogés sous Alassane Ouattara. Donc, la continuité de la justice donne le résultat que vous avez là. C'est tout. Bon, André, je comprends ce que tu dis et moi, je partage entièrement ton avis sur la question de laissons la justice travailler. Et moi, c'est mon appel. Mais en même temps qu'on laisse la justice travailler, il faut l'interpeller quand on a l'impression qu'on va à deux vitesses. Je m'explique. Quand on interpelle les jeunes du PPACI pour des raisons bien évidemment évoquées, sur lesquelles on ne pourrait pas revenir ici, mais justifiées par la justice, en même temps aussi, d'un côté, on se rend compte qu'il y a eu un groupe de jeunes qui s'est rendu quelque part et qui aujourd'hui n'a nullement été ni inquiété, ni interpellé, alors que moi qui ne suis même pas juriste, je sais que quelqu'un qui fait irruption à mon domicile et qui tient des propos allant jusqu'à une menace, quand même, pour moi, dans un sens ou dans un autre, mérite d'être interpellé. Donc, quelque part, je me dis, on est tous unanimes. Est-ce qu'on est d'accord sur l'irruption? Vous dites que, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude que les gens ont fait irruption au domicile dans le cas que vous évoquez? Ils ne sont pas arrivés au domicile, oui ou non, parce qu'elle a porté plainte. Mais irruption, c'est une perception. Mais la dame a porté plainte. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un porte plainte. Oui. On n'en est pas là. Quand on pense qu'elle a été menacée, elle a pu se sentir menacée par la présence d'individus devant son domicile. Mais l'irruption, c'est autre chose. Restons dans la question que vous posez. Oui. La question, ce n'est pas au-delà de l'irruption, comme on peut poser. La question, c'est de dire pourquoi le procureur, les services du procureur, n'ont pas interpellé ces derniers. Le procureur pourra répondre, mais où j'en suis, je pense que les deux cas ne sont pas liés. Je suis désolé. Les deux cas ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'à un certain moment... Oui, mais on est d'accord, il n'y a aucun lien direct. Il n'y a aucun lien direct. Oui, il n'y a aucun lien direct. Les deux cas ne sont pas liés. Est-ce qu'on est capable d'analyser, de juger ce qui s'est passé avec les 26 du PPACI sans être obligé de faire référence à une situation dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants? Je veux dire, là, on maîtrise parce que la justice
à juger un cas. Il faut que l'on se prononce sur ce qui est fait. Non, mais on ne va pas subodorer, imaginer André, ce qu'on ne sait pas. Bon, non, alors déjà, on n'est pas en train d'imaginer subodorer, c'est des faits. Non, mais quand, s'il vous plaît, M. Bologun, Oui. déjà, on va être d'accord pour dire que les faits ne sont pas liés. C'est ça. Ce n'est pas la conséquence de la présence Oui. des militants au procès, qui est par exemple le fait que les gens se retrouvent chez Odette Lorion. C'est ça. Ils ne sont pas liés, mais est-ce qu'on peut les comparer? Mais je n'avais pas fini On même ne peut mon pas les comparer argumentaire. pour deux raisons. Je n'avais pas fini mon argumentaire même dans Ok, un premier vas-y. temps. Oui. Quand tu dis, par exemple, que nous, on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, mais la situation... En fait, ce qu'on compare, c'est plutôt la réaction de la justice. Je peux pas C'est la réaction de la justice. Voilà, Exactement, c'est c'est la ce que réaction de la justice. Moi, Mais elle peut pas être la j'ai même dit chose. tout à l'heure, je ne suis pas juriste, mais je suis devant un cas de flagrant délit. C'est une vidéo que j'ai vue, c'est des faits en bonne et due forme. Pour moi, c'est des faits qui semblent, à mon niveau, être graves et pour lesquels on doit interpeller. De la même manière sur ce plateau ici, on a même dit que les propos même tenus par Mme Odette Lorion, moi je l'ai dit ici, pour moi, c'est des propos pour lesquels on devait l'interpeller parce qu'on ne trouvait pas juste qu'elle puisse traiter des soldats ivoiriens de mercenaires. Mais en même temps aussi, je suis juste et je suis conscient et je suis vraiment bien à l'aise d'estimer que ce n'est pas juste que des individus débarquent, même soit devant le domicile de quelqu'un, pour tenir des propos allant jusqu'à la menacer. Mais ce n'est pas normal. Donc pour moi, il est important, tant est que aujourd'hui, l'objectif, peut-être pas pour certains acteurs politiques, mais je pense que pour la majorité des Ivoiriens aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se retrouve dans une société de quiétude. Et donc, si on doit retourner dans une société de quiétude, l'un des garants pour nous permettre d'être dans une société de quiétude, là, c'est la justice. Ça, il faut que et je pense que la justice est très bien placée pour le savoir. Donc, il faut qu'on ait l'impression, nous qui sommes là, qui ne sommes ni PPACI, qui ne sommes ni RHDP, qui ne sommes ni FPI, qui ne sommes ni... On a l'impression que quel que soit le citoyen qu'on est dans la société, on peut bénéficier de cette protection, de cette justice-là. Et c'est ce que nous, on est en train de dire aujourd'hui. On Mais n'est très pas en train bien, de fustiger, Pour mais on... partager la parole, non. Je Oui. pense que ça s'entend. Moi, je pense que la justice doit être vraiment impartiale autant qu'elle peut. Mais vous ne pouvez pas comparer deux cas qui n'ont rien à voir. Dans un premier Mais cas... que vous dites, ça n'a rien à voir. Je vais vous Pourquoi? dire... Mais oui, mais je vais vous Bon, je écouter. vous laisse terminer, allez-y. Oui, je vais vous dire. Le premier cas, c'est un cas qualifié de trouble à l'ordre public. Très bien. Voilà. C'est qu'il y a des gens qui étaient regroupés quelque part. Il y a eu des forces de l'ordre parce qu'à la preuve, ils ont été interpellés. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, le pouvoir public a jugé que là, ils étaient en train de trouver l'ordre. Il a agi. Le deuxième cas, c'est le cas d'une personne privée qui trouve que... Ce que je dis, c'est pas la même chose. Mais il y a un Non, groupe je viens. d'individus. Mais je viens, soyons clairs. Je vais chercher Non, les avant éléments. de commencer à dire le procureur, machin, tout ça, Non, soyons allez. clairs qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a des gens qui ont fait irruption chez moi. C'est ce qui se passe toujours en Côte d'Ivoire. Soit vous avez été volé, soit le procureur ne se lève pas à tout moment pour venir savoir justement ce qui se passe chez Brice. C'est à Brice de dire, je me plains parce que quelqu'un est rentré chez moi, a fait irruption chez moi. Donc, Mais voici André, on était je devant un viens. cas de flagrant délit, André. Mais dans le cas... Non, tu n'as pas un cas de flagrant délit, Si, c'est on une est vidéo. devant un cas de- Quand tu appelles flagrant Mais c'est délit, un cas de alors flagrant que délit, tu parles d'une vidéo. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est Non, mais une ce qui vidéo, veut c'est un dire- cas de non, flagrant non, délit. alors, on va sortir là, des c'est termes. pas ça, c'est On pas va la sortir des termes. flagrance. On va sortir des termes. Ce qui veut dire, c'est que, selon M. Bologun, c'est des faits qui ont été palpables et visibles. Non, il y a une vidéo qui fait foi. Donc, dans le cadre de la plainte de cette personne, Oui. la vidéo va rentrer en ligne de compte dans le cadre de, justement, sa plainte. Les gens sont Mais rentrés chez moi. est-ce que les gens se posent comme question, c'est Quand d'avoir même, les pas gars, pour faut l'instant... pas comparer Mais André, ce que- vous allez me dire, Oui. je vais dire peut-être que certaines personnes imaginent, Ouais. c'est que pour le cas de la vidéo, de la plainte, ils n'ont pas encore eu de réponse à cette question. Donc on a l'impression que la justice n'a pas réagi avec ou pas célérité sur cette question. Mais bien sûr, parce que la justice ne réagit pas de la même manière quand Brice Anneau s'en va porter une plainte, quand, par exemple, il y a un attroupement devant une institution de la République. C'est évident, parce que justement, tous les jours que Dieu fait, ce que la justice fait, c'est les plaintes des citoyens. Et donc, la célérité n'est pas la même. Très bien. Donc, voilà. Élisée, je termine avec vous sur ce point. D'accord, ok. Je vous donne l'occasion de répondre. Oui, moi je veux juste dire une chose. On est tous unanimes sur le fait que l'opportunité de poursuite revient au procureur. Ben C'est-à-dire voilà. qu'il peut juger à un moment précis de poursuivre ou ne pas poursuivre. Mais nous, comme je le dis, le procureur, il a pour responsabilité de nous rassurer sur le fait que ces décisions qu'il prend, ou bien sur le fait que ces poursuites qu'il engage, quelque part répondent aux attentes des populations. Non, Mais il y a surtout aussi que le Élysée, procureur a besoin de l'Assemblée un Élysée, certain vous nombre savez, de faits aussi. Dans le cas Mais d'espèces, oui, donc il est libre de poursuivre, mais quelque part aussi là. Le procureur n'a pas besoin de te on a, rassurer. non, on a, Élysée. si, Je il a, te dis non, pourquoi. si, parce Mais que si, vous voulez parler si, pas je tous comprends. ensemble, parlez si, pas il a tous besoin de ensemble. me, il a besoin de me rassurer Mais je sur te le dis fait pourquoi, que... Élysée, si tu veux Mais juste il va savoir. vous dire, pourquoi il a besoin de rassurer en 15 secondes. Il a besoin de me rassurer parce que ce qu'il prend comme décision contribue
à l'équilibre et à l'équité de la société. Très bien. Pourquoi il n'a pas besoin de c'est rassurer très André? simple, Élysée, vous n'êtes pas le plaignant. Si vous voulez savoir, non, je viens, justement, c'est important. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'affaire Lorugnon qui a porté sa plainte, il faut s'adresser à Mme Lorugnon. Vous, ici, vous n'êtes pas à même de savoir où en est la justice concernant sa plainte. Donc, pourquoi est-ce que vous fondez sur quoi pour dire que la justice ne travaille pas sur ce dossier? Mais déjà, vous me parlez de... Elle a fait sa plainte et autres. Moi, je vous ai dit qu'on a vu une vidéo, on a un cas de flagrant. Mais ça peut avoir. Élysée, il faut écouter. Ça quoi Bon, avoir ok. On va pas s'entendre. On va passer à la pause parce que là, on est devant une impasse. On est vraiment... Non, il faut qu'on aille à l'équité, c'est important. Ouais, c'est quand bien. même important. Non, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord sur ce point. Après, c'est la question du flagrant délit, la réaction de la justice, à quel moment la justice réagit, pour qui ou comment la justice réagit. Et bien, on aura l'occasion d'en parler après une pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'André Bois et Élysée Bolugbo. Il nous a rejoint Monsieur César Naounou. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes candidat suppléant de la très célèbre Vatousso à l'élection législative de la 9e circonscription en France. Vous êtes ivoirien? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous, de façon très simple, qu'est-ce qui vous pousse à vous engager, par exemple, dans cette élection? Vraiment, je vous remercie pour l'invitation. Je suis là vraiment adopté parce que je supporte une candidate qui est déjà une candidate de la diaspora, une femme talentueuse, une femme de terrain. Et ce qui m'a poussé, c'est que j'ai constaté pendant toutes ces élections différentes qu'on ne parle pas assez de l'entrepreneuriat. Et comme moi-même je suis chef d'entreprise et que les entrepreneurs ne sont pas assez vus, et cette candidate que je soutiens, Mme Fatih Segnasso, que je soutiens farouchement, a un projet pour les entrepreneurs. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivé à devenir son suppléant, parce que j'ai vraiment envie pour une fois que ces élections législatives de la 9e circonscription, je voulais aussi vous rappeler que la 9e circonscription parle du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Cap-Vert, la Guinée, ainsi de suite. Non, mais juste en beaucoup, il faut juste préciser qu'il s'agit d'élections législatives françaises. Voilà, c'est ça. Mais qui... Prévu du 2 et le 6 et le 16 avril 2023, c'est-à-dire bientôt là. Voilà, donc en fait, là il se trouve que votre profil de double appartenance, ce profil-là, le vôtre comme le profil de votre candidate, vous considérez que c'est un atout par rapport à celui qui n'aurait pas cette double appartenance? Oui, c'est un atout parce que vous savez, on a beaucoup de binationaux qui rentrent au pays et qui sont des entrepreneurs qui font du business. Et ces binationaux-là qui viennent, d'abord qui votent aussi, pas forcément les binationaux, mais il y a des Français qui votent, mais tous ces, parce que Fatou représente un peu la diaspora vraiment africaine, parce que je voulais vous rappeler que pendant les 3 années passées, c'était que des hommes maghrébins qui étaient élus à la 9e circonscription. Et cette fois-ci, c'est une dame qui est candidate et qui représente la diaspora. Donc ceux qui viennent, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui veulent investir et ils ne sont pas assez écoutés, ils ne sont pas assez vus. Et par contre, ils votent. Donc leur voix ne porte pas. Or, cette dame-là est prête à porter cette voix de tous ceux qu'on n'entend pas et qui sont un peu dans l'ombre. Ben, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'elle Merci, apporte, Brice. qu'est-ce qu'on gagne globalement à ce soutien ou à cette candidature-là quand elle sera éventuellement victorieuse. Justement, dans la même ligne de Brice, c'est-à-dire que en quoi est-ce que, parce que là vous avez dit, jusque-là, ceux qui occupaient ce poste étaient des Maghrébins, en quoi est-ce que le retrouver des binationaux ou quelqu'un qui a des origines africaines serait un avantage ou un atout? Pourquoi vous pensez que ça peut changer la donne dans la relation entre l'Afrique, enfin cette circonscription et bien sûr la France? Parce qu'elle est rentrée, elle a vécu, elle est française, elle est née en France, mais elle est rentrée au Sénégal, ça fait 5 ans. Ah. Et localement, elle a essayé d'apporter son savoir-faire et son expérience, déjà. Donc, elle est une femme de terrain. Deuxièmement, elle a 3 priorités dans son projet. Les priorités sur les visas. Vous savez que pour avoir des visas, ce n'est pas aussi évident. Donc, elle met l'accent sur le visa parrainé. Parce que moi, si je veux que vous venez me trouver en France, je vous parraine. Ça, c'est aussi un atout chez elle. Elle a aussi permis, dans son programme, de permettre aux gens d'avoir la bourse. Vous savez, quand on est dans des écoles françaises, la bourse n'est pas toujours évidente. On demande des relevés bancaires à des parents. À des familles pauvres. À des familles, voilà. Vous savez, quand on vous demande un relevé bancaire, c'est une manière de vous discréditer. Or, elle fera en sorte que
ça sera sur une attestation sur l'honneur qu'elle pourra vérifier derrière. Je sous-signais, voilà, donc la bourse est octroyée parce que quelqu'un qui a envie de faire des études, qui a vraiment envie d'avancer, le freiner ou l'empêcher d'avoir une bourse peut vraiment le discuter. Et puis après, elle a un projet sur l'entrepreneuriat. Ouais. C'est ça qui me motive en plus. Parce que l'entrepreneuriat, aucun candidat, moi j'ai parcouru les autres candidats, après on a une quinzaine, et aucun n'est pas de l'entrepreneuriat. On parle de l'environnement, on parle de tout, pas de l'entrepreneuriat. Sachez que vous avez en Côte d'Ivoire, il y a un réseau des Français qui sont rentrés des binationaux comme des Français de souche, qui sont dans l'économie en Côte d'Ivoire et qui apportent, qui font des chiffres d'affaires énormes. Ceux-là ne sont pas attendus, mais ceux-là votent. Donc moi, c'est cette voie-là que je suis en train de porter. C'est ce message-là que je porte. J'ai rendez-vous avec ces différents Français pour leur parler surtout de l'entrepreneuriat et du projet de mon homme Fatou Sayanso. Ok, moi je voudrais poser cette question suivante. On sait que, c'est vrai, vous avez évoqué les thématiques sur lesquelles elle veut partir, qu'elle va défendre et autres, qui sont des thématiques aussi qu'on peut considérer. Mais je pense que l'Afrique aussi a quelques, ou du moins cette circonscription-là, les habitants ont d'autres défis, ont certains défis aussi importants, qui ont été même énumérés lors du sommet Afrique-France par ce groupe de jeunes-là qui avait été reçu par Macron, qui ont énuméré un certain nombre quand même de défis aujourd'hui, qui sont, est-ce qu'elle entend ces défis et est-ce qu'elle pense que véritablement ces défis méritent d'être adressés au niveau du Parlement français? Quels sont les défis que les jeunes ont? Les jeunes ont parlé effectivement de la question de cette réciprocité, la possibilité des jeunes de pouvoir se rendre en France pour pouvoir étudier. Deuxièmement, le fait que les aides publiques que la France apporte aux États ne soient pas des choses qu'on dit aux États, mais que ce soit des initiatives qui soient appuyées au niveau des jeunes pour leur permettre de prendre cette responsabilité. Et puis encore, ils ont évoqué aussi la question de plus écouter la société civile par les pouvoirs occidentaux, ce qui n'est pas forcément le cas. La plupart du temps, on s'adresse plus aux dirigeants. Voici des éléments en pêle-mêle que les jeunes ont évoqués. Est-ce que ça, elle les entend? Effectivement, et comme je disais tout à l'heure, elle a rencontré les associations, pas forcément au Sénégal, hein, un peu partout. Elle a écouté les gens, les enseignants, dans tous les domaines. Et sa candidature, elle est indépendante. Je voulais aussi rajouter... Elle n'a pas de parti. Elle n'a pas de parti. Mm-hmm. Donc c'est déjà un atout pour elle, pour qu'elle puisse au moins parler aux gouvernants, même aux États, pour pouvoir porter surtout le message des jeunes et porter aussi le message des binationaux. Parce que figurez-vous que tous ceux qui rentrent et tous ceux qui viennent, par exemple, dans ces différents pays, dans la 9e circonscription que j'ai citée, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, ne sont pas vraiment assez soutenus. Vous évoquez la question du fait qu'elle parte en candidate indépendante. En tant qu'indépendant, ça peut être un atout, mais ça peut être aussi une faiblesse face à de gros blocs de partis en face. Mais pas vraiment. Vous savez, aujourd'hui, quand vous mettez une étiquette, parce que je ne veux même pas parler de ce qu'elle a déjà fait avec Macron, ça c'est des choses qui sont déjà passées. Ça peut être aussi, c'est un atout, mais ça peut être aussi une faiblesse, parce que quand le candidat que vous supportez n'a pas la vision ou est par exemple rejeté par le peuple, ça vous discrédite. Or, elle a déjà apporté des missions au plus haut. Elle a décidé de prendre son indépendance et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle peut débattre de tout sans contrainte. Est-ce qu'il n'y a pas une forme, pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'opportunisme un peu dans l'opération aussi, de se dire, écoutez, je suis noir, je vais dans ma stratégie, je vais me tourner vers mon continent d'origine, je vais faire une petite opération de séduction, leur brandir un certain nombre de préoccupations qu'ils ont en leur disant, je suis la candidate de ces préoccupations, ça peut ramener du monde. Parce que ce que Brice aussi veut dire, c'est l'autre pendant de la question, vous auriez pu être candidat dans les circonscriptions françaises classiques, c'est-à-dire en France métropolitaine. Oui, mais vous savez, les candidats, les députés dans la sous-région comme en France, on a même une Ivoirienne qui est députée aujourd'hui avec une étiquette. Mais les députés des Français de l'étranger, on n'a pas assez de soutien, les gens ne sont pas assez soutenus dans leurs actions. Donc, cette partie, les gens ont tendance à... Mais moi-même qui suis aujourd'hui suppléant, je ne savais pas qu'on pouvait, comme on appelle ça, soutenir et accompagner tous les binationaux qui viennent. Moi, je ne voyais pas cette partie. Mais depuis que je suis dans cette campagne, je comprends
la problématique et tous ceux que je rencontre me sortent des difficultés qu'ils ont pour lesquelles ils ne sont même pas écoutés plus haut en France. Et donc cela, c'est Mme Fatou Essayanso sera le porte-voix de tous ceux qu'on n'a pas entendus. Elle sera pas Brice, elle sera pas plutôt la Noire qui vient parce qu'elle veut défendre l'Afrique de l'Ouest. Non, elle sera la candidate et elle est la candidate déjà de l'Afrique. L'Afrique même, parce que tous les députés qui sont passés sont que des Maghrébins. Donc ça fait plaisir aujourd'hui d'avoir une compatriote. Sur la 9e circonscription. Sur mes femmes en plus. Oui, moi j'entends ce que vous dites, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour légitimer sa candidature et lui donner de porter la voix de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est quoi ces faits d'âme qui la légitime et qui crédibilise une telle candidature et qui peut emmener des gens à la soutenir? En dehors du fait que ceux qui étaient là avant étaient des Maghrébins. Pour moi, bon, ça peut être des Maghrébins, mais aujourd'hui, ça peut en être. Mais au-delà de ce fait-là, c'est quoi aujourd'hui ces faits d'âme qui la crédibilisent à pouvoir porter la voix, je dirais, de cette 9e circonscription au Parlement? Mais ce qui la crédibilise, ce que je dis en détail, c'est qu'elle est une femme de terrain. C'est-à-dire, en gros, elle soutient tous ceux qui n'ont pas, par exemple, tous ceux qu'on n'entend pas. Elle est proche du peuple, elle est proche des personnes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Au sein du Sénégal, elle est vraiment proche des associations, elle est vraiment proche. Quand on est candidat et quand on veut porter la voix des autres, il faut être un candidat de proximité. Il faut vraiment vivre avec les difficultés et les joies et les peines des gens. Et il faut y vivre. Les candidats que moi j'ai autour sont des candidats à peu près parachutés. Ils vivent en France, ils sont candidats aux élections législatives, ce qui n'est pas logique. Il faut, pour être député et représenter le peuple de la 9e circonscription, il faut y vivre. Et la différence, il faut connaître au moins les réalités de cette 9e circonscription. En fait. Et elle les connaît. Elle rencontre tous les jours. Si vous tapez sa biographie, elle est constamment avec le peuple. Très bien. On va rappeler que cette élection est prévue pour le 2. Le 2. Ouais, le 2 et votre présence à Abidjan, c'est également parler entrepreneuriat, rencontrer les personnes concernées, vous avez dit tout à l'heure. En tout cas, on était très heureux de vous avoir sur notre plateau ce soir. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne chance. En tout cas, lui transmettez tous nos soutiens. Ok. Avec plaisir. Finalement, vous avez convaincu Élisée Bouloubé. Non, mais déjà, c'est une sœur, donc je ne suis pas attendre. C'est clair. Bon, mon cher André, nous avons le temps d'évoquer, mais ça nous reste avec nous, hein, vous allez peut-être nous donner votre avis sur la question. C'est une internaute donc, qui publiait hier sur la plateforme Police Éco qu'une personne, et c'est pas la première fois que j'entendais ça, une personne avait la même plaque d'immatriculation qu'elle. Donc vous êtes en circulation, votre plaque c'est 12 BP machin, et vous voyez quelqu'un qui a la même plaque. En face de vous. Alors, en temps normal, ça n'aurait pas posé de problème, mais sauf que aujourd'hui, par exemple, avec la question de la vidéo-verbalisation, eh bien, c'est la plaque d'immatriculation qui est le premier contact avec l'ordinateur. Bien sûr. Mais déjà, il faut aussi s'assurer que c'est une fraude. Non, c'est une fraude, ça. Il n'y a même pas de débat. Mais il faut déjà s'assurer que le modèle du véhicule est le même. C'est-à-dire que si vous êtes celui qui, à l'origine, avait son véhicule et que la plaque a été dupliquée sur un autre véhicule, il faut déjà aussi s'assurer que dans le cadre de l'enquête en question, votre véhicule n'a pas été aussi dupliqué, si vous voulez. C'est-à-dire que si j'avais une Renault, ça a été omis ici aussi une Renault. Donc tout ça, ça va faciliter l'identification d'un véhicule. Mais il n'en demeure pas moins que la chose est claire. En Côte d'Ivoire, les questions de plaques d'immatriculation sont très problématiques. Et il y a une grosse réforme qui doit venir bientôt, selon ce qu'on a appris au niveau du ministère. C'est qu'il y a trop de fausses plaques. Il y a des plaques qui ne sont pas... les fameuses plaques banalisées. Les plaques banalisées. Enfin, le système des plaques est trop... J'allais dire, c'est un véritable, permettez-moi l'expression, un véritable foutoir. Donc ça fait que... Mais de ce que je pense, il y a aujourd'hui une structure qui est qualifiée pour pouvoir délivrer... Bien sûr. Si, ça existe depuis tout le temps. Moi, ce que je dis, hein, je crois que l'une des réponses qu'on peut apporter, au-delà du fait que quand je constate, je peux porter plainte ou aller vraiment le signaler aux structures compétentes, je crois que dans le cadre de la mesure concernant la sécurité routière que lance la police, les forces de police et autres, peut-être c'est de rendre vraiment systématique désormais les contrôles. C'est-à-dire, on arrête une voiture, on prend ta carte grise. Parce que logiquement, la plaque doit être portée sur la carte grise. C'est ça. On prend ta carte grise, si tu n'as pas la plaque, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, moi, je sais
qu'il est difficile d'avoir une carte grise qui porte les mêmes plaques. Ça, Non, mais les trafiquants, ils font tout. Ils vous font la plaque, ils vous font la carte grise aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait face à une telle fraude? Ça existe en France aussi, monsieur Longo? Oui, bien sûr. Non, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Moi, Une fausse plaque, non. Chaque plaque, non. Bon, voilà, tout de suite, attention. Là. Attention. chaque plaque correspond à un véhicule et correspond au nom. Non, du ce conducteur. qu'on parle des trafics, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui dupliquent les plaques. Bon, c'est vrai qu'en France, sur le site Le Bon Coin, etc., et bien d'autres sites, on a fini, il y a des gens qui refusent même d'afficher leurs plaques quand ils vendent des voitures. De crainte que Parce qu'il y a quelqu'un- des gens qui les dupliquent, qui vont dans les garages. Surtout qu'en France, c'est même plus facile. Qu'est-ce puisque qu'on fait en la Côte d'Ivoire, fabrication- André? Oui, Qu'est-ce en que Côte vous- d'Ivoire, non. En Côte d'Ivoire, ce que je veux dire, il y a une grosse réforme qui arrive au niveau du gouvernement, au niveau de la confection des plaques, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est un gros sujet. Très bien, on aura l'occasion de l'aborder. Déjà, il faut qu'elle aille se plaindre. C'est-à-dire que dès qu'elle constate ça, C'est faut ça. déjà la première chose, elle prend la photo, elle aille déjà se plaindre. Au niveau Elle se plaint où? Mais il faut se plaindre au commissariat. Au commissariat? Oui, oui, bien sûr. au niveau du Pas commissariat non ou plus, au niveau des gendarmerie. kipus, ou au niveau de. Vraiment, en tout cas, les Non, la structures gendarmerie, étatiques, déjà. quoi, voilà, se Parce plaindre. que c'est un cas de vol, ou de vol, comment de vol, on appelle ça, oui, bien sûr. Bon, alors visiblement, on signale qu'en plus de ce que vous êtes en train d'évoquer comme situation, victime d'une plaque reçoit un avis de contravention ou est-ce qu'on se plaint, fait une réclamation en ligne sur réclamation.cgim.cgi.ci ou réclamation cgim.cgi.ci. Bah, c'est Oui, bien Prista, compliqué on le tout ça. comprend. Ça, c'est la procédure. C'est quand vous avez Mais reçu voilà. une contravention. Mais on dit, vous êtes en train de conduire. Vous voyez que quelqu'un a votre voiture. Enfin, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'il a la plaque de votre voiture en train de partir. Vous allez au commissariat et vous vous plaignez. Merci, monsieur Naounou. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. André Bois est avec nous ce soir, c'est vendredi. Il y a Élisée Boloubeu et je vous le disais, nous a rejoint et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et c'est même un grand honneur d'avoir sur ce plateau, je l'ai dit, un des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire. Je le dis sans sourciller, je le dis sans autre forme de flagonnerie. Cet artiste est pour nous une véritable star, c'est un véritable monument de notre musique. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ovation pour Technique le créateur. Fitini, c'est m'appelle Fitini. Alors, Élisée Boloubeu était surpris hein, quand il a vu sur l'affiche et que nous devions recevoir Technique. En tout cas, Alors, Technique, le créateur. pourquoi de Fitini on devient Technique le créateur? Bon, bonsoir déjà. Bonsoir. Bon, je pense que de Fitini à la technique, c'est par rapport aux fans. Hein. Déjà que je plaignais toujours, peut-être c'est le nom qui agit un peu, il faut voir, le nom. Quand tes fans aussi parlent, il faut écouter. Et voilà comment on dit, on va essayer pour voir. Comme il y a un nom qui était déjà là qu'on appelait technique, il fallait exploiter le nom déjà. Ah, c'est ça, parce que c'était Fitini Technique, parce que Mais technique, Mais ça vient de technique ou quoi? quoi? Parce que- Pourquoi- La voilà, technique, c'est- parce que dans le Zouglou, il y a déjà les garagistes, il y a les chirurgiens, il y a Magic System, il faut un technicien. Ah, Donc voilà, une technique. Alors pour ceux, hein, Thierry, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a encore des gens dans ce pays qui ne savent pas tout, on va vous Quand bien proposer ils sont rares. oui, un titre de Fitini à l'époque, il s'appelait Fitini, qui va certainement rafraîchir la mémoire à plus d'un. C'est Tout Mignon, on va choisir Tout Mignon hein, quand même qu'on va proposer. Écoutez Génial. un extrait de Tout Mignon. Technique, le créateur, cette chanson, elle sort sur un album qui s'appelle Carrière Solo. Ouais, l'école ivoirienne. L'école ivoirienne, ouais. Elle s'appelle l'École ivoirienne. Votre premier album est baptisé Carrière Solo. Et ensuite, il y a eu l'École ivoirienne. Très bien. Ah, c'est une chanson qui a fait parler d'elle. Ouais. Dans quelles conditions s'écrit la chanson? Bon, déjà, c'était l'album, c'est l'album qui lance
Le groupe, hein, après le Fitini Show, j'étais avec les Micmac qui était deuxième groupe de show, Système Gazeux. Et Espoir Choc de Koumansi qui est aujourd'hui Espoir 2000. Avant, c'était les choses, comment on appelle, les garagistes, c'était Mini Choc avant. Et bien les garagistes. Donc il y a eu plusieurs groupes qui Ok, en tout cas dans l'univers du Zouglou, tout le monde est unanime à reconnaître le talent, le très grand talent de Technique aujourd'hui. Technique quoi même. Le créateur. Je n'ai même plus oublié. Le créateur. Je ne suis même pas habitué. Non, moi, j'ai dit C'est facile, fini là que nous on connaît. Voilà, de Technique, le créateur. Voilà, de Technique, le créateur. Tout le monde est unanime sur ce grand talent-là de Technique, le créateur. Mais aujourd'hui, quand on prend un peu du recul, c'est-à-dire vous-même quand vous rentrez en vous-même, qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas eu ce rayonnement que de la vie de plusieurs, vous méritez en réalité? Qu'est-ce qui, en réalité, a coincé quelque part? Oh, déjà, merci. Moi, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut mettre la faute, pas mettre la faute sur les autres. Hein, nous tous, on est dedans. Il y avait déjà l'organisation, depuis le départ, qui était déjà fou. Voilà, L'organisation n'était pas bonne, en fait. Voilà. Donc, il fallait vraiment prendre un peu de recul, et vraiment mieux s'organiser, et puis revenir encore pour voir ce que ça va donner. Là, je pense que c'est le côté communication et tout. Parce que c'est parce qu'on reproche à beaucoup de groupes Zouglou, la fameuse, ou bien beaucoup d'artistes Zouglou, la fameuse organisation à mettre en place. Parce que dans la tête de certaines personnes, on dit, ça c'est des préjugés. Artistes Zouglou, dès qu'ils gagnent son cachet, ça sort dans le prochain maquis, l'argent finit, ils ne pensent pas à demain, et quand il va... Vous avez déjà entendu ça? Ouais, c'est tout. Bon, ils vont me tuer, ça. Donc, bon, je pense que tout est organisation. Tu sais, ici, même en Afrique, bon, ici, nous, bon, même chez le blanc, quand tu arrives, tu dis, auteur-compositeur, il est étonné. Parce que toi, tu peux avoir tout cerveau de ça. Tu enlèves ça. Mais Dieu a fait que nous, on a ce don pour être auteur et compositeur. En blanc, il y a les interprètes. Chez les blancs, il y a les interprètes. Tu es là, le gars, il finit de composer, et toi, tu viens juste pour chanter. Mais ici, c'est un don qu'on arrive à exploiter. Mais en même temps, il faut pouvoir partager les rôles. Il y a tout un chacun, s'organiser et tout. C'est-à-dire au début, c'était l'amitié. Tu as ton ami à côté de toi au quartier, bon, il sait parler un peu bien, tu es à côté de moi, allez, c'est parti. Mais aujourd'hui, est-ce que Technique, le créateur, pense qu'il est sur cette voie en termes d'organisation? En termes d'organisation, vraiment, je vous dis que ça se passe très bien. Avant la sortie de l'album, ce que je vois déjà, je suis déjà heureux. Je pense que ça va aller. Je pense. À mon niveau, vraiment, il n'y a pas de... Une chose pour revenir encore à la place de Technique dans l'univers du Zouglou, parce que très souvent on dit « Ah, mais cette chanson-là, l'autre l'a récupérée, mais en fait, à la base, il y a Technique qui a chanté d'abord. » Est-ce qu'il y a beaucoup de chansons comme ça qui auraient pu être une chanson sortie par Technique, mais finalement que quelqu'un a chanté parce que c'est tombé déjà dans le domaine public? Il y a des chansons comme ça qui existent? Il y a plusieurs morceaux qu'on va dire. C'est-à-dire, bon, ceux qui ont fait l'animation, on se connaît à peu près et tout. Il y a des morceaux même que tu peux chanter, mais ne même pas considérer ça comme truc. Bon, si le gars il prend pour aller exploiter, je pense que... Bon. Clairement, on a dit clairement que tu étais, par exemple, auteur d'une chanson qui s'appelle Premier Gaou. Ça a été... Oui, il a dit, bon, toujours, la question là, elle revient toujours. Il a dit, moi, ce qui est sur mon album m'appartient. Ce qui n'est pas sur mon album, c'est pas pour moi. Non, mais en fait, sortant de la polémique même, peut-être que c'est, j'allais dire, c'est un avantage d'avoir comme ça un foisonnement de créativité et puis finalement, il y a quelqu'un qui fait marcher ce truc. Est-ce qu'il existe des chansons que tu as chantées dans un espace public et puis quelqu'un d'autre a chanté, ça a marché? Oui, ça existe. Il y a plusieurs chansons. Laquelle, par exemple? On ne peut pas faire de la bagarre. Non, on ne va pas faire de la bagarre. Déjà, même là, quand tu arrives, il n'y a pas dit le nom de la maison, qui est le nom maison du droit d'auteur. Il y a des chansons qu'on appelle patrimoine culturel qui n'appartiennent pas à quelqu'un. Ok, d'accord. C'est des morceaux. Minyango Yaouya, parce que vraiment, je me demande bien. Franchement, tu arrives, tu déclares. Chanter ça et tout. Moi, tu chantes ça aujourd'hui, je reprends. Bon, si c'est pour moi, c'est plus chic que pour toi. C'est ça. Il y a une forme d'humilité comme ça qu'on retrouve chez... Oui, chez lui, c'est bien. Je vais poursuivre un peu dans ce domaine-là pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, des groupes qui sont déjà des groupes formels, c'est-à-dire qui existent, qui ont un succès plus ou moins relatif, te sollicitent pour composer des chants pour eux? Oui. Donc tu deviens compositeur? Ouais, tu deviens, mais chez nous ici, c'est pourquoi il dit c'est un peu difficile de devenir ici auteur-compositeur. Chez nous ici, tu rends service, tu as rendu, c'est fini, le mec prend son truc, il est parti avec. Non, mais si tu ne peux pas, tu ne fais pas. Mais Technique, le service rendu là, il vaut quand même déclaration d'auteur au Burida ou pas? Oui, ça c'est le côté, maintenant tu es en train de parler du côté, comment on appelle ça, business. Voilà. Ça c'est le côté business. Est-ce qu'il y a certaines chansons quand même où
tu as déclaré là. d'auteur, voilà. que Oui, l'auteur, ça a été voilà, déclaré, c'est chanté. composé. Je dis n'importe quoi. Ouais, c'est si, chanté si, par si, exemple si. par les garagistes, Et mais puis, auteur, c'est Oui, Fitini. si, il y a des morceaux, oui. Voilà. Mais est-ce que ça ne met pas à nu un vrai problème d'organisation? Tu parlais tout à l'heure de ton staff, donc de ton volet très restreint, mais c'est complètement le milieu du Zouglou en tant que tel. Est-ce que lui-même, il n'a pas un vrai besoin d'organisation aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les groupes Zouglou ou les artistes Zouglou, c'est au petit bonheur la chance. Est-ce qu'il y a une organisation un peu qui vous régit comme ça? Ben, je pense que C'est peut-être 2 ou 3 groupes qui se détachent, quoi. Voilà. je pense que maintenant, c'est en train d'aller. Se mettre en place. C'est un peu. Hein. Voilà, c'est maintenant qu'on a commencé à comprendre que tu ne peux jamais faire tout toi seul. Et vraiment. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore là? Quand tu as un ami, tu penses que tu peux le prendre pour venir à côté de toi. S'il aime, s'il aime son job, il faut qu'il prenne ça au sérieux. On ne finit jamais d'apprendre. Si lui est resté là et toujours dit non, je suis, c'est qu'il est là pour rien. Alors, tu revendiques plus de 25 ans de carrière, donc on va faire la fameuse interview 25 ans après. 25 ans après, Technique le Créateur, est-ce que tu as des regrets quand tu penses qu'il y a des virages que tu as ratés? Oui, les regrets. Ouais. Ça, c'est partout. Hein. Ça, c'est partout. Mais déjà, moi, les regrets, moi, je prends ça en même temps pour. Ça devient en même temps une force pour moi, quoi. C'est-à-dire, quand je prends un peu de recul, c'est de mieux voir et puis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tout comme je venais de dire tout à l'heure, là, c'était une histoire d'organisation. Aujourd'hui, je pense que tout va bien se passer. Avec ce que je suis en train de voir déjà, je pense qu'avec la nouvelle maison qui est signée, je pense que tout va aller. Est-ce que comme ça, 25 ans après, parce que je dis ça au regard du fait que Fitini va se retrouver sur la scène, non, Il faut ça devenir un peu de technique. l'Institut Hein. français. Technique, Pardon. Technique le créateur. Est-ce que Merci. Technique le créateur se dit parfois, j'aurais dû ne pas rester dans le Zouglou? Peut-être que le Zouglou n'est pas le milieu qu'il me faut. Parce que beaucoup souvent se posent des questions sur là où ils sont. Technique est fier Non, d'être. souvent ça arrive. Hein. Souvent, quand tu es assis là, tu te dis, bon, je suis venu chercher quoi ici. Mais on est des années. Une fois que tu tapes ta poitrine pour dire, non, c'est ça, je veux comme métier, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Bon, c'est ma force, ça. Ça va se relever là, ça seulement. On peut faire 25, du reggae. 25 ans après, qu'est-ce que tu aurais changé dans ta manière de faire? C'est-à-dire de chanter, de t'organiser. Qu'est-ce que tu aurais changé? 25 ans de carrière macharée ou bien maintenant? Parce que 25 ans Quand tu après, regardes, C'est-à-dire tu quand te tu dis, regardes, tu te dis, 25 ans, quand je démarrais, j'aurais peut-être dû chanter comme ça ou j'aurais peut-être dû changer ceci. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu changer? Déjà, on confondait tout. C'est aller changer quelque chose. On confondait tout, l'amitié et puis le travail. Déjà, qui m'a créé beaucoup de problèmes. Parce qu'il ne savait pas mettre l'autre à côté. Sinon, tu es mon ami, ma vie privée, quoi et tout, on doit tout partager ensemble. Et ça, vraiment, ça a été une bêtise vraiment pour moi. Et je suis en train de travailler, je continue de travailler dessus. très bien, on va sortir de ce qui fait mal pour regarder ce qui fait plaisir. 25 ans après, Technique le Créateur, est-ce que quand tu fermes les yeux, quel est le plus beau moment, hein, c'est ce moment où tu t'es dit, waouh, ce moment-là, c'est le moment de ma vie. Est-ce que c'était un concert quelque part, c'est une personnalité que tu as rencontrée, c'est un prix que tu as reçu? Ce qu'aujourd'hui tu penses que la musique t'a donné comme plus beau cadeau, c'est quoi? Bon, c'est quand l'album est sorti, je me rappelle, il y avait le concert de Gary Sely à l'Ivoire. À l'hôtel Ivoire, le vieux père m'a invité pour aller faire la première partie. Quand je suis arrivé, la foule a chanté la chanson des 2 morceaux, Tout mignon et l'école ivoirienne, jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Quand je suis quitté là, je suis arrivé parce que je cherchais vraiment une place dans la musique ivoirienne. C'est ça. Quand la foule a chanté les 2 morceaux là, du début jusqu'à la fin. Et justement, vous avez parlé de place de la musique ivoirienne, ça a été ça, c'est un peu ce leitmotiv-là, me faire une place dans la musique ivoirienne, ça a été ça qui a dû guider. 25 ans après, est-ce qu'il y a une chanson que Technique aime particulièrement, mais qui n'a pas été un grand succès? Et il se dit toujours, ah, mais cette chanson, le public ne l'a pas adoptée alors que ça aurait pu être... Est-ce qu'il y a une chanson comme ça dans ton répertoire? Bon, on va dire album. Hein. Voilà, mon album, Tout un album c'est que tout beaucoup un n'ont pas album, compris. Souvenir de mon enfance. C'est mon 3e album. C'est passé inaperçu. Presque. Bon, pas inaperçu, mais ce n'est pas ce que j'attendais C'est ça. vraiment. Ouais. C'est ça. C'était mon 3e album. 3e album, Souvenir de mon enfance. Très bien. On va parler de ton concert, hein, parce que tu seras en concert donc, à l'Institut français le 31 mars. Mais bon, quand même, on a le créateur sur le plateau. Pourquoi ne pas lui demander de nous gratifier d'une petite création, hein, vu que... Amos, on peut avoir un micro pour le créateur, voilà.
Là, quand même. Donc, déjà, on va faire un peu, hein, parce qu'il y a le 31. Hein, le 31. Ouais, c'est un peu, non, c'est un peu, non, c'est pas, non, le 31, on attend tout le monde. Parce que ce qu'on sait de toi, c'est que tu as cette faculté-là d'improvisation. Il y a une petite note d'humour comme ça. C'est tout ça qui fait qu'on pense, qu'on dit que c'est le créateur. Non, on peut faire le refrain hein, si tu veux. Voilà. Vitorina ule gagule wele odam. Vitorina ule gagule wele odam. Wele wele mama wele odam. Vitorina ule gagule wele odam. Avant, beauté naturelle. Teint noir ciré, joli petit bocho, joli petit sein au jolo. Pour faire plaisir à Bruno, tu as gonflé tes lolos. Avec des suppos, tu as gonflé ton derrière. Quand tu vois passer, on dirait tu viens de Kubli. La fille de Kumamadou, tout ça là pour les cuyatés au jolo. On a fait l'enfance ensemble pour te reconnaître, c'est tout un problème. Tellement tu as clairci, tu es devenu indication. La fille claire qui habite chez les Noirs au jolo. Merci. Zouglou. Et justement, C'est en indication. écoutant ça, parce que ça s'inscrit Merci aussi dans la pour poser semaine le de la micro. francophonie. Ouais, Bravo, parce que Merci. il y a une... Est-ce que cette capacité ou cette qualité que Fitini a comme ça, Une technique. d'avoir de technique, pardon, je suis resté, ouais, ça va venir, venir, ça va venir, que ça. technique le créateur justement a de manier la langue française, c'est quelque chose, c'est très recherché, c'est une écriture où ça vient comme ça facilement. Nous, ça vient comme ça. Il faut dire ici, là, nous, ici, quoi. Donc, ça vient, je pense que ça vient comme ça. Bon, on va dire que c'est l'inspiration, ça vient de Dieu. Très, très bien. Et il y a un album qui va sortir. Oui, il y a un album qui sort dans 1 mois et demi, juste après le mois de carême. Mais avant, déjà, il y a le concert. Je n'ai pas dit qu'on va enterrer Fitini, mais on va remercier Fitini pour lui dire qu'on est avec lui de cœur. Parce que c'est grâce à Fitini que je suis là aujourd'hui. Pour commencer à exploiter le nom technique. C'est ça. Voilà, qui va Le concert se sortir. tiendra à l'Institut français. L'Institut français, c'est le 31 à partir de 19h. 31 mars. 31 mars, là. à partir de 19h. Donc on va dire la semaine prochaine, Voilà. non? Donc vous êtes déjà invité. On sera là, quand même. Vendredi prochain. ça. Voilà. Donc avant l'album, avant la sortie de l'album, c'est le seul concert où on va dire merci à Fitini. Ouais. Voilà, mais il est de cœur avec nous. on Mais va justement, l'enculer. 25 ans après, pour rester, pour vraiment voler un peu de ce 25 ans après, c'est-à-dire, est-ce que Technique a quelque chose qu'il peut reprocher tout de suite comme ça à Fitini qui ne va pas sans doute reproduire? Il se dire, moi aujourd'hui Technique, il y a des choses de Fitini que je ne vais pas garder. Non, Fitini, je ne vais pas rejeter Fitini, je vais toujours lui dire merci. Ouais. Il va toujours rester avec moi, mais je vais exploiter technique. Mais Fitini, ça toujours merci, je vais lui dire. Ouais. C'est grâce à Fitini que je suis assis ici, c'est grâce à Fitini que je suis ici aujourd'hui. Est-ce que Fitini, technique aujourd'hui, pardon, vite fait, est-ce que tu as le sentiment que cette musique-là, ce mouvement Zouglou-là, à qui tu as tout donné, t'a rendu ce que tu lui as donné? Bon, je suis encore. Est-ce que tu as le respect, par exemple, de tes pères? Est-ce que tu as... Oui, ça c'est la famille, ça, il n'y a pas de problème. Il y a le respect de tout le monde. Je pense que la musique, là, c'est pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, nous, nos milieux en famille, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc. Sinon, elle m'a donné plein de choses. Il y a le respect. Très, très bien. Bah, En tout cas, nous, on voulait dire quand même pour finir cette émission que même si on n'avait pas de respect pour ce que tu as chanté, ce qui n'est pas le cas, même si on n'a pas de respect pour ce que tu... Mais on a du respect pour le costume que tu as porté aujourd'hui. Mais c'est à cause de toi. La dernière fois, il est vu en costume. Il dit aujourd'hui, il n'est pas en costume. Voilà, Du coup, il t'a dribblé, mais enfin, on te tutoie aussi parce qu'on C'est ça. nous est familiers. En tout cas, bravo. Il t'a dribblé, il a pas j'ai mis pas la j'ai pas mis le costume. je reconnais. Mais on est très heureux de savoir que Technique, le créateur, il va nous sortir d'autres feelings. Voilà. Mais nous, ça a été un vrai bonheur de te recevoir sur notre S'il te plateau. plaît, je voulais en même temps profiter de l'antenne pour vraiment m'excuser. Il y a eu des invitations où je ne pouvais pas. Je suis en train de me concentrer sur l'album qui va sortir bientôt. Et puis avec le concert qui est le 31. Voilà. Donc, C'est je tout tenais- ça je l'organisation, tenais- on te voilà. comprend, c'est Donc, tout ça Je l'organisation. tenais vraiment à m'excuser. Voilà. ça. Merci beaucoup. C'est cela. C'est tout ça l'organisation. Technique, bravo. le créateur sera en concert le 31 mars prochain à l'Institut français. Le prix d'entrée, je vais même le donner, il est à 10 000 francs. 10 000 francs. Voilà, il est à 10 000 francs. C'est vraiment donné. C'est hein. vraiment donné Merci pour beaucoup. voir. Pour le répertoire de l'artiste. quand même. Exactement, avec tout ce que cela comporte comme soutien, participation d'autres artistes qui viendront forcément soutenir leurs frères. Il a toujours dit quand il parle d'eux, c'est la famille sera présente. Et nous, on tenait ce soir donc à te dire merci à Fitini. Et puis bonjour à Technique, le créateur. Plein succès pour la prochaine carrière. Bravo, en tout cas. Nous, on était très heureux d'être en votre compagnie. Prochain rendez-vous concernant le Grand Col, ça sera lundi. Ici ou ailleurs, vous le saurez, on vous en parlera.
Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Qu'il vienne sur la Côte d'Ivoire. Bon week-end. Merci. Ah, merci Bye beaucoup. bye.